Le trafic d'antiquités est le troisième trafic le plus important au monde. Après ceux de la drogue et des armes, le commerce illégal d'antiquités génère chaque année plusieurs milliards d'euros. Alimenté par les pillages et les fouilles clandestines, ce trafic nourrit le marché officiel, inondant les galeries et les grands musées. À 18 000. 19 000. 23 000. Première victime, les États pillés exigent désormais le retour de leurs trésors volés. Longtemps, ces demandes sont restées ignorées. Mais les saccages en Irak et en Syrie, soigneusement mis en scène par Daesh, ont suscité une émotion planétaire et relancé le débat. Pour l'opinion publique internationale, il est devenu urgent d'enrayer ce trafic. Mais les États sont-ils prêts à agir? De Berlin à Pékin, de Rome à la frontière syrienne, enquête sur un trafic au cœur d'une nouvelle guerre économique, culturelle et diplomatique. Paris, février 2009. Une foule compacte se presse devant la nef du Grand Palais. Le public est venu en nombre pour admirer les trésors de la collection d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, l'une des plus prestigieuses au monde. Dans quelques jours, ces joyaux seront vendus aux enchères chez Christie's. Des dizaines de chefs-d'œuvre s'apprêtent à être dispersés. Parmi eux, 2 têtes de bronze du XVIIIe siècle, un rat et un lapin, qui ont longtemps orné le palais impérial à Pékin. Leur mise en vente provoque un tollé en Chine. Le propriétaire ne voit pas les choses de la même façon. Ces têtes chinoises qui viennent du palais d'été, je les ai achetées chez un grand marchand chez lequel Yves Saint Laurent et moi, nous avions l'habitude très fréquente d'aller et d'acheter. Sauf que ces 2 têtes proviennent d'un vol qui remonte au XIXe siècle. C'était en 1860, lors de la Seconde Guerre de l'Opium, quand les troupes franco-britanniques ont pillé la cité interdite et saccagé le palais d'été. Aujourd'hui encore, ce pillage reste pour les Chinois un traumatisme profond. Au-delà de leur valeur esthétique, les têtes de bronze sont considérées comme des biens patrimoniaux, dont la valeur est inestimable pour le peuple chinois. Pierre Bergé doit donc les restituer. Je vous signale que je n'avais aucune raison, pas du tout, de faire un cadeau à l'État chinois. Vous savez, j'ai dit, et c'était la vérité, j'ai dit que les Chinois s'engagent à respecter les droits de l'homme et je leur offre les têtes. Et je l'aurais fait. Mais je ne prenais pas beaucoup de risques. Je connais les Chinois. Les premiers coups de marteau ont résonné ce soir sous la verrière du Grand Palais à Paris pour la vente du siècle. Sous le numéro 677, nous vendons cette tête de rat d'époque Qianlong et nous commençons les enchères à 9 millions d'euros. 10 millions d'euros à 11 millions d'euros, nous sommes. C'est au téléphone l'enchère à 11 millions d'euros, à 12 millions, 13 millions, 14 millions. Pas d'autres enchères, ni au téléphone, ni dans la salle, à 14 millions d'euros. J'adjuge à 14 millions. Adjugé 14 millions d'euros. Les 2 têtes sont finalement adjugées 28 millions d'euros. L'enchère a été remportée par un homme d'affaires chinois qui a demandé à conserver l'anonymat. Mais 5 jours après la vente, coup de théâtre. Le mystérieux acquéreur révèle son identité lors d'une conférence de presse à Pékin. Et il va faire une annonce plutôt inattendue.
但我要强调的是，这个款不能付。谢谢，谢谢大家。 L'acheteur refusant de payer pour des biens spoliés à son pays, l'enchère est annulée et les 2 bronzes retournent chez Pierre Berger. En Chine, on continue à réclamer leur restitution. Une revendication qui a pris une dimension politique. Pour Pékin, il s'agit de laver une humiliation nationale, mais aussi d'affirmer sa puissance retrouvée. Les 2 bronzes de la collection Saint-Laurent-Berger sont devenus le symbole du pillage de leur pays par l'Occident. Pour Christie's, accusé de recel, il est urgent de calmer le jeu avec les Chinois. En 2013, c'est le propriétaire de la maison de vente, François Pinault lui-même, qui envoie ses émissaires pour négocier directement avec Pierre Berger le rachat de ces bronzes. Moi, j'ai bien compris que si on venait à quelqu'un comme François Pinault acheter ses têtes, c'est bien pour les rendre à la République de Chine. C'est ce qu'on appelle un échange. Officiellement, François Pinault a offert les 2 têtes à Pékin par pure amitié pour le peuple chinois. Mais pas seulement. Quelques semaines après la restitution des bronzes en présence de l'homme d'affaires français, le gouvernement chinois délivre enfin à Christie's une licence pour travailler dans le pays. Un échange de bons procédés. L'affaire des bronzes du Palais d'été, très médiatisée, est pourtant loin d'être unique. Les pays pillés sont de plus en plus nombreux à exiger la restitution de leurs biens culturels, trophées des plus grands musées occidentaux. Les pays pillés disposent d'un outil pour négocier le retour de leurs trésors spoliés. Adoptée en pleine décolonisation, la Convention de l'UNESCO de 1970 impose aux États de restituer les pièces en cas d'appropriation illégale. Ces dernières années, la pression s'est accentuée sur les grands musées. Le musée Pergame, le plus visité de Berlin, doit répondre aux interrogations sur l'origine de sa collection. On commence à réaliser que ce qu'on a ici, ce ne sont pas simplement des objets archéologiques, mais des éléments du patrimoine culturel de cette région. Et à partir de là, on prend conscience de leur dimension politique ou politico-culturelle. En tant que directeur, je ne peux pas répondre « je ne sais pas » quand on me demande comment s'est constituée votre collection. Ma responsabilité en tant que directeur de la collection est de tout savoir sur la provenance de ces pièces. Les documents principaux dans ce dossier sont ceux qui nous prouvent qu'on avait bien le droit d'exporter ces objets. Et nous devons faire la même recherche pour tout ce que l'on possède. Puisque nous avons environ 500 000 objets, on sait que c'est un gros travail pour nous. Un travail qui ne prendra pas 6 mois ou même 2 ans, mais qui va prendre plusieurs décennies. Really? 500,000 objects all in there. So that's an ongoing process. Yeah, it'll take until I'm retiring, basically. But the important thing is somebody's doing it every day. Because you have to, Of otherwise course. it doesn't work. Ça permet de mieux connaître ses collections, d'être beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on possède et ensuite d'engager un dialogue avec les pays sources, par exemple. Lorsque une pièce nous est réclamée, si on a vraiment fait nos devoirs, on sait exactement d'où elle vient, c'est beaucoup plus facile ensuite de discuter sereinement. All the fragments you see here have been put together in the museum. And we wouldn't be acquiring stuff anymore at other buildings. Le musée Pergame a cessé toute acquisition dans les années 30, 40 ans avant l'adoption de la Convention de l'UNESCO, qui n'est pas rétroactive. La collection du musée est donc a priori à l'abri des demandes de restitution. Mais ce n'est pas l'avis de la Turquie et notamment de la ville de Gaziantep. Rien qu'à Gaziantep, il y a une vingtaine d'œuvres qui ont été pillées. Nous avons les noms des musées où elles se trouvent actuellement. Une vingtaine d'œuvres donc, mais des œuvres de grande valeur. Et ce nombre ne reflète que la partie connue, car il y a aussi toutes celles dont nous ignorons l'existence, toutes celles qui sont dissimulées. Nous avons la liste de toutes les œuvres qui nous ont été volées et qui se trouvent dans les plus grands musées à l'étranger. Nous vous la remettrons.
Dans cette liste noire se trouvent des objets exposés au British Museum à Londres, mais aussi au musée de Pergame à Berlin. Bien qu'ils aient tous été exportés avant 1970, la Turquie en demande la restitution. Ce n'est plus une question qui concerne seulement les musées, mais c'est une requête qui provient de l'État de Turquie. Ces pays refusent toute attitude coloniale envers leur patrimoine culturel. Et ils commencent à réaliser que les pays occidentaux n'ont pas toujours été très honnêtes dans leur façon d'acquérir les collections. Lors de la Première Guerre mondiale, tous les habitants de Gaziantep se sont mobilisés pour défendre leur ville. Et pendant que les gens se battaient pour leur survie, l'espion Lawrence d'Arabie a pillé des œuvres d'art sur nos sites archéologiques. Les œuvres qu'il a sorties de ces sites sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées d'Angleterre, d'Allemagne et d'Amérique, ou bien encore chez de riches collectionneurs. Ces pillages datent de plus d'un siècle, mais la Turquie n'est pas prête à les oublier. Comme la Chine et l'Italie, le pays a fait du retour de ses trésors nationaux une priorité politique. Le gouvernement turc a créé au sein du ministère de la Culture une unité spécialement dédiée aux restitutions. Une quarantaine de procédures ont déjà abouti, entraînant le rapatriement de plus de 4000 objets. Parmi les victoires de cette unité, le retour de cette mosaïque d'Orphée volée dans les années 50, puis achetée par un musée de Dallas. Après plusieurs années de bataille juridique, les Américains ont dû la restituer. Si la Turquie, comme tous les États pillés, dispose d'un cadre juridique pour demander réparation, il en va tout autrement du secteur privé où seule règne la loi du marché. Dans ces vitrines d'antiquaires, combien de pièces ont-elles une provenance parfaitement établie? Dans bien des cas, il n'existe aucun moyen de le vérifier. Sauf peut-être si on s'adresse à un détective privé. Arthur Brand est le plus connu dans le milieu de l'art en Europe. J'aide les collectionneurs, parfois les États, à éviter d'acheter des objets qui seraient illégaux. Parce que si vous achetez de l'art, c'est parce que vous êtes un amateur, bien sûr, mais c'est aussi parce que c'est un investissement. On peut parfois payer jusqu'à 1 million. Cela fait plus de 10 ans qu'Arthur Brand traque des objets à la provenance douteuse, quitte à recourir à des méthodes parfois peu orthodoxes. Parfois, on a besoin d'informations que les gens ne souhaitent pas dévoiler. Ça, c'est une caméra et un micro. J'espère que les gens parleront bien devant la caméra et dans le micro. Non, je n'ai pas peur. Parfois, les gens le regardent, mais je ne me suis jamais fait prendre. What are the prices of these? This one 26 and this one 85,000. Là, on est en train de parler d'œuvres khmer, du Cambodge et de la guerre là-bas. Il y a eu une grande guerre au Cambodge en 76-77, et beaucoup d'œuvres y ont été pillées. Et je lui demande précisément, savez-vous si ces œuvres étaient en Europe avant cette guerre ou après? Et il répond, je ne peux pas en être sûr. Ces œuvres ont donc probablement été pillées pendant la guerre, parce que sinon il y aurait de la documentation. Mais il répond qu'il n'a rien. Ça ne veut pas dire que les pièces n'ont pas été pillées, mais c'est très difficile de prouver qu'elles proviennent bien de pillage. Et comme il ne sait pas que je filme, il admet qu'il ignore si elles ont été pillées ou non. La plupart des clients ne posent pas ces questions. Les vrais collectionneurs d'art, qui ont beaucoup d'argent, ils s'en fichent parce qu'ils veulent cette pièce en particulier pour leur collection.
Bien sûr, ils savent que la plupart des œuvres ont été pillées, mais ils voient juste cette œuvre et ils veulent l'acheter. Donc les marchands d'art ne veulent rien dire, les collectionneurs ne veulent pas savoir, et la police n'a pas le temps. C'est donc un circuit en vase clos où tout le monde ferme les yeux. C'est comme ça qu'on gagne tant d'argent avec des œuvres d'art pillées. Le marché privé des antiquités aurait-il ses propres règles, en dehors des législations internationales? L'UNESCO avait pourtant essayé d'étendre la Convention de 1970 afin de mieux encadrer les transactions privées. Une nouvelle convention, adoptée en 1995 sous l'égide d'Unidroit, oblige le vendeur à prouver l'origine légale de l'objet. Elle impose aussi à l'acheteur d'en demander les preuves. Mais alors que la convention de l'UNESCO a été reconnue par plus de 130 pays, la convention Unidroit ne compte que 37 États parties, dont aucun État de marché. Le marché l'a emporté. Il vit aujourd'hui selon ses propres règles, souvent obscures. Une opacité incarnée par le système des ports francs, qui constitue une des principales zones d'ombre du marché de l'art. Les plus connus se trouvent ici, à Genève, mais il en existe partout dans le monde. À l'origine, les ports francs servaient à stocker des marchandises en transit sans avoir à payer des droits de douane. Assez vite, marchands et galeristes se sont appropriés ces gigantesques bunkers pour y entreposer des œuvres d'art en toute discrétion. En permettant d'y stocker tout type d'objets, sans le moindre contrôle, les ports francs ont longtemps été considérés comme la plaque tournante du trafic d'antiquités. On estime à plus d'1 million le nombre d'œuvres entreposées ici, 2 fois plus qu'au Louvre. L'établissement suisse garantit une confidentialité totale à ses clients. Les locaux ultra sécurisés sont à l'abri des vols, mais aussi des regards indiscrets. Tout est fait pour qu'une œuvre puisse rester ici durant des années. Ces ports francs sont très importants pour le monde de l'art. La plupart de nos clients sont pan-européens ou nord-américains ou mondiaux, allons-nous dire. L'intérêt, bien entendu, c'est d'être dans une zone sous douane, mais sous douane dans le sens fiscal. Donc où il n'y a pas de taxation de TVA ou d'autres types de taxes sur le commerce d'art, etc. L'absence de taxes, un avantage de poids pour les marchands d'art. Tant que les œuvres restent à l'intérieur des ports francs, elles peuvent être vendues et revendues librement sans avoir à payer la moindre TVA. Les droits de douane ne sont versés qu'une seule fois, lorsque l'objet quitte définitivement le port franc. Un paradis fiscal parfaitement légal au cœur de l'Europe. Ces facilités expliquent pourquoi la galerie Phoenix conserve la plupart de ses marchandises dans les ports francs. Dans ses vitrines, seule une partie de la collection est exposée. La galerie appartient à Ali Aboutam, l'un des plus gros marchands d'antiquités au monde. Mais l'homme d'affaires a une réputation sulfureuse. Il est régulièrement accusé d'écouler des objets à l'origine douteuse. Très discret sur ses activités, Ali Aboutam ne parle pas aux médias. Il a accepté de s'exprimer devant notre caméra. Des articles, ouais, bon. Il y a beaucoup de jalousie aussi dans ce domaine, je trouve. Des gens sont très jaloux de nous. Nous sommes de loin les meilleurs marchands, et bon... Il y a la jalousie des marchands, il y a la jalousie des archéologues, quelques archéologues. Après, il y a les gens qui connaissent rien du tout dans ce domaine et ils se mêlent. De la jalousie peut-être, mais pas seulement. En 2010, les douanes ont découvert dans l'entrepôt d'Ali Aboutam au port franc de Genève ce sarcophage romain du IIe siècle. Depuis, il est au cœur d'un incroyable feuilleton judiciaire.
Ce sarcophage, mon père, il l'a acheté, il a été toujours au profond. Nous, on a l'objet depuis 25 ans. Après, on l'a vendu à la Fondation Gondu. On était en train de la vendre. Donc, c'est une fondation très publique pour donner au musée d'art et d'histoire. C'était ça l'idée, un don. Et donc, l'objet, il n'a aucun problème. Face à cette proposition de donation, je me suis rendu avec le directeur du musée d'art et d'histoire dans le dépôt au Port-Franc du Marchand pour admirer l'œuvre qui était juste extraordinaire. Une pièce de 2,34 m de long, 1,14 m de large, 1,41 m de haut, et l'œil reconnaît Hercule en action. C'était juste le 4e exemplaire connu au monde. Donc c'est un moment de choc, c'est l'émerveillement. Reste posée la question fondamentale: de quelle collection ancienne peut-il bien provenir? Or, la documentation fournie par le Marchand, c'est une succession de constats de présence de l'œuvre dans leur inventaire, vérifié de manière indépendante d'ailleurs depuis 2002, mais rien qui ne soit antérieur. Il y a justement ce décalage troublant entre la qualité de ce sarcophage et l'absence de documentation plus ancienne, car s'il avait été découvert anciennement, il est clair que les connaisseurs et les spécialistes du sujet l'auraient vu. Face aux doutes émis sur la provenance de l'objet, la vente est finalement annulée. Le sarcophage ayant probablement été pillé en Turquie, les autorités suisses décident d'alerter Ankara. La Turquie a été informée. Du coup, la Turquie s'est portée partie à la procédure. Une procédure a été déclenchée en Turquie même pour tenter de découvrir les auteurs de cette exportation, de cette fouille clandestine, parce que c'est bien sûr le produit d'une fouille. C'est un sarcophage qui pèse 2 tonnes ou plus, donc on ne peut pas le cacher. On l'a envoyé en Angleterre pour le restaurer avec tous les documents. Il est revenu de l'Angleterre, tout déclaré à la douane, au profond, donc... Sauf qu'après sa restauration à Londres, le sarcophage n'est revenu à Genève qu'en 2009. Pour l'avocat de la Turquie, il tombe donc sous le coup de la nouvelle loi suisse qui exige une provenance irréprochable pour tous les objets d'art importés après 2005. En septembre 2015, la justice helvète ordonne finalement la restitution du sarcophage à la Turquie. Mais Ali Aboutam continue à revendiquer l'objet, en s'appuyant sur un certificat délivré par la société Art Loss Register. On vous produit un certificat qui dit qu'il n'a pas été volé, mais il ne signifie rien. Donc on ne peut pas se baser là-dessus, c'est clair. Le certificat Art Loss n'a de sens, disons, que pour les objets volés classiques. Mais ici, le possesseur, donc l'État, la victime du vol, ne sait pas qu'il est victime du vol parce que l'objet est sorti du sol, sans qu'il en soit du tout informé. Qu'est-ce que le certificat Art Loss Register ? Sésame précieux sur le marché de l'art, ce document a pour but d'attester qu'un objet n'a pas été volé. Fondée à Londres il y a 20 ans, véritable service de renseignement privé, la société Art Loss Register possède la plus grosse base de données au monde d'objets disparus. Plus de 400 000 pièces y sont répertoriées. Moyennant paiement, tout acheteur ou vendeur peut solliciter Art Loss Register pour vérifier qu'une pièce ne figure pas dans cette base de données. Ça peut être des objets provenant de musées. Dans le cas où ils ont été pillés, on les rentre dans notre base au cas où ils referaient surface et seraient proposés à la vente. Les exemples les plus flagrants proviennent du pillage du Musée national d'Irak en 2003 et 2004. Et ce qui est incroyable, c'est que les voleurs sont allés au sous-sol une fois qu'ils avaient tout volé et ils ont détruit toute la documentation relative aux objets pour qu'on ne sache pas ce qui avait été pillé. Heureusement, les objets principaux avaient été répertoriés ailleurs. Ici, vous pouvez voir les différents mots-clés qu'on a rentrés pour un objet afin de le trouver quand on lance une recherche. Ici, on a rentré bronze, barbe, tresse. Dans le cas du musée de Bagdad, les objets étaient répertoriés
et ont donc pu être intégrés dans la base. Mais dans les zones de guerre, très peu de musées tiennent des inventaires précis. Quant aux objets issus des fouilles clandestines, ils n'ont par nature aucune raison d'être connus. C'est évidemment extrêmement difficile quand cela concerne des œuvres archéologiques pillées lors de fouilles clandestines, car si elles sont sorties directement du sol, il y a des risques pour que les seules personnes qui savent qu'elles existent soient justement celles qui les ont déterrées. Pourtant, ce certificat est largement utilisé sur le marché des antiquités, comme dans le cas du sarcophage d'Ali Aboutam. Une absolution en quelque sorte. J'aimerais beaucoup avoir les pouvoirs d'un pape. Non, je dirais que nous avons toujours été clairs sur la portée de nos certificats. Et ils disent très clairement que si un objet ne figure pas dans notre base de données, c'est qu'il n'a pas été répertorié chez nous. Mais tous les vols, toutes les pertes et tous les pillages ne sont pas répertoriés chez nous. Ce n'est donc pas exhaustif. Le certificat Art Loss Register reste pourtant le principal document fourni par un vendeur pour prouver sa bonne foi. Un certificat précieux qui peut multiplier le prix de l'objet par 10. Mais pourquoi ce service est-il rendu par une société privée et pas par un organisme public, au moins au niveau européen ? La disparité des lois nationales entre les États membres de l'Union européenne rend très difficile la résolution des litiges concernant les œuvres spoliées. Parce que les délais de prescription ne sont pas les mêmes, les titres de propriété sont fondés sur des principes différents. C'est quelque chose dont certains tirent avantage pour contourner le système. En l'absence de législation commune et face à des prix qui ne cessent d'augmenter, le trafic a pris des proportions industrielles. Domanda per i bambini. Tommaroli? Avete capito che sono i bambini? Come poteva essere eventualmente l'esplosivo, la dinamite? Perché da parte dei tombaroli, ovviamente, la ricerca maggiore era sempre per i tesori Tars. Allora, tantissima è stata saccheggiata a Tars, si è creata anche un modo di dire in sardo, passa di generazione in generazione. E da noi in sardo si dice de darros portante ispledes a caros. Si comprende? Sì, con i carri. Aujourd'hui, les pilleurs ont un accès direct au marché. Il leur suffit de proposer leur butin sur Internet où il sera écoulé en toute discrétion. Depuis quelques années, le nombre de sites proposant des objets archéologiques à la vente a été multiplié par 100. Sur l'un d'eux, nous avons trouvé ce clou en argile, venant probablement d'Irak. Officiellement, ce type de bien est interdit à la vente depuis 2004. Mais sur ces plateformes, personne ne s'embarrasse avec la provenance, aucune licence d'exportation ni document légal. C'est la dernière étape discrète d'un trafic devenu global. Considéré comme le troisième trafic le plus important au monde, le trafic d'antiquités était pourtant un sujet dont peu se souciaient. Le système aurait pu perdurer encore de longues années. Mais les images des saccages de Daesh ont provoqué une rupture majeure. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Le musée est détruit parce que c'est un musée. Le musée de Mossoul, les images des destructions en Irak, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable à regarder. Et ensuite, Palmyre, penser que c'est un miracle, qu'il est encore aussi bien préservé et le voir détruit, c'est très, très difficile. Et en plus, on perd un des sites emblématiques du monde entier, alors que notre travail, c'est de protéger le patrimoine de l'humanité. C'est dur. Derrière ces destructions mises en scène par Daesh se cache une autre réalité plus difficile à mesurer. Les pillages de masse. Depuis sa création, l'État islamique est soupçonné de financer une partie de ses activités
grâce au trafic d'antiquités. Si on prouve que des terroristes se financent également grâce au trafic d'antiquités, ça devient une priorité de nature sécuritaire et non plus seulement de nature culturelle. Et c'est ça qui est important. Le sujet est au cœur d'une conférence de presse présentant la nouvelle liste rouge de l'ICOM, l'Organisation internationale des musées. Cela fait 15 ans que l'ICOM publie des listes d'objets en danger, provenant de différents pays et susceptibles d'apparaître sur le marché de l'art. Cette fois, il s'agit d'antiquités en provenance d'Irak et de Syrie, soupçonnées de financer les activités de Daesh. Signe que le sujet est désormais à l'agenda, plusieurs hauts responsables internationaux ont fait le déplacement, dont Richard Stengel, représentant du gouvernement américain, qui va lancer l'offensive. Nous invitons maintenant M. Richard Stengel, sous-secrétaire du département d'État des États-Unis. Bonsoir. Allez-vous traduire ça? Bonsoir, je suis ravi d'être là. Au cours de cette année, nous avons assisté à la transformation par Daesh de l'information en arme de guerre. Et la destruction culturelle à laquelle il se livre, c'est l'utilisation de la culture comme arme de guerre. C'est donc une destruction de l'histoire, une destruction de la culture et une destruction de vies humaines, des milliers de vies humaines. Au risque de choquer, je dirais qu'acheter ou vendre des objets pillés équivaut à financer la décapitation de musulmans au Moyen-Orient. Ne vendez pas, n'achetez pas, c'est la seule solution. Ne vendez pas, n'achetez pas, c'est un très bon slogan. C'est évidemment impossible de tout surveiller et de tout contrôler. Mais nous avons constaté que Daesh utilise des filières criminelles qui opèrent déjà dans la région depuis 10, 20, 30 ans. Ils passent par ces réseaux pour financer leurs opérations. Mais comment savoir précisément ce qu'il se passe sur le terrain? Une association s'est fixée pour mission de documenter tous les pillages en Syrie. L'APSA, l'Association pour la préservation du patrimoine syrien, est basée à Strasbourg. Fondée en 2011, au début de la guerre dans le pays, elle est dirigée par un archéologue d'origine syrienne, Chekmous Ali. D'après les informations de l'APSA, Daesh est loin d'être le seul groupe armé à se livrer à des pillages en Syrie. Tous les acteurs du conflit y participent. Tous les côtés militaires qui se trouvent actuellement sur le territoire syrien sont impliqués, mais on parle que de Daesh. Aussi, ils ont une manière hollywoodienne de montrer leurs actes sauvages. Par exemple, avec ces scènes bien filmées, bien organisées, ça attire les téléspectateurs. Et la presse, elle se concentre sur la question de Daesh. C'est une manière de manipulation en réalité. Parce que ce n'est pas seulement Daesh qui le fait ça, c'est que ça a commencé bien avant que Daesh soit en Syrie, que ce soit le pillage, que ce soit les destructions, que ce soit l'utilisation de bulldozers, que ce soit même les dynamitages. Quelle est l'ampleur de ce trafic? Et comment fonctionnent les réseaux locaux qui l'alimentent? Des questions difficiles qui exigent de se rendre directement sur le terrain. Chekmous va régulièrement en Turquie pour rencontrer certains collègues de son association. Au début de la guerre, ses correspondants pouvaient facilement traverser la frontière syrienne. Mais depuis quelques mois, la Turquie a fermé le passage. Toujours, c'est mieux de se rencontrer ici, on va dire, parce que là, on envisage ensemble plus de détails, les prochaines étapes de travail à prévoir, aussi quand il y a des crédits, donc je les aide un peu pour qu'ils puissent se débrouiller, payer le prix d'essence pour se déplacer, pour documenter. Voilà, les frontières, on les voit à partir d'ici, là. Pas de l'autre côté, maintenant, Jarablus, c'est l'État islamique. Donc c'est le groupe de l'État islamique qui est là.
Avant, il y avait les passages, les checkpoints, normalement, c'était ouvert et les gens ils pouvaient rentrer. Et ceux qui étaient en Turquie, ils pouvaient y aller. Mais là, maintenant, c'est complètement fermé. Si quelqu'un il traverse et les soldats ils le voient, ils tirent tout de suite. Donc, du coup, le passage, c'est impossible. Je ne veux pas mettre la vie d'une personne en danger pour qu'on se voit. Et le seul moyen maintenant qu'il reste, en fait, c'est qu'on continue les contacts via Skype, Facebook, d'autres réseaux et moyens par Internet ou téléphone. Il n'y a pas si longtemps, quand le passage était encore possible, les marchandises arrivaient en grand nombre, ici, à Gaziantep, à 60 km de la frontière syrienne. Selon plusieurs études occidentales, cette ville turque serait une plaque tournante pour le trafic des objets pillés par Daesh. Gaziantep regorge d'antiquaires et de vieilles échoppes. Dans l'une des vitrines, Chekmous croit apercevoir des objets provenant de Syrie. Donc là, la cassure, c'est vrai, ici, c'est récente. Il a raison, en fait. Il a raison, parce que là, c'est un produit, c'est pas... Ça aussi, ouais, c'est faux. Normalement, c'est des finitions, mais c'est pas des vrais objets. On voit arriver de Syrie surtout des copies, des faux. Rien n'arrive directement des sites détruits par l'État islamique. Ils les enterrent. C'est très fréquent. Par exemple, les pirates faisaient de même avec les objets pillés. Pendant la période romaine aussi, les objets pillés étaient enterrés. Et maintenant, l'État islamique fait de même. Il enterre les objets dans certains endroits en Syrie. Ils ne peuvent pas organiser la revente des objets pillés. Ils n'en ont pas le temps. Un groupe armé, il ne va pas vendre une petite pièce de monnaie pour que ça finance l'armement de son groupe. Même pour vendre des objets, ce n'est pas si simple. Il faut trouver le réseau, il faut trouver le collectionneur qui va acheter. Ce collectionneur, il faut lui montrer l'objet pour qu'il soit sûr que c'est authentique. Ensuite, il faut les acheminer vers les pays limitrophes. Les revenus ne sont pas énormes. Et, alors qu'il y a le pétrole. C'est direct, tout de suite, ils le vendent sur place et ils prennent l'argent. L'hypothèse du financement du terrorisme par le pillage et la vente d'antiquités a été énormément avancée cette année, sans preuve. Mais la vérité, c'est que ça permet aux biens culturels d'être mis à égalité avec d'autres types de biens, de criminalité. Il faut qu'on jette l'opprobre sur ce crime qui, pendant longtemps, n'a pas été vu comme un crime. Pendant longtemps, c'est vu comme un hobby chic, d'ailleurs, de collectionner. Jamais on ne posait la question sur la provenance. Ça n'importait personne. Donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience que ça a une conséquence. On a parlé des diamants du sang, et bien, les gens parlent maintenant des antiquités du sang. Il y a des conséquences derrière, il y a des gens qui meurent. C'est peut-être pas quelque chose d'aussi chic qu'on pensait. Désormais, plus de contestation possible, au moins publiquement. Un objet archéologique ne peut être ni vendu ni acheté sans la preuve de sa provenance légale. Documents à l'appui. La pression s'est accentuée sur les collectionneurs. Chacun de leurs achats peut être contrôlé à tout moment. Bonjour monsieur, on est du service des douanes. On peut rentrer s'il vous plaît ?
Bonjour madame, on est du service des douanes. Donc, voilà, je vous dis en gros comment ça va se passer. Donc, les marchandises pour lesquelles vous ne pouvez pas justifier l'origine légale, elles seront saisies. Celles pour lesquelles vous n'avez pas de justificatif légal. Voilà. Après, oui, je collectionne des objets archéologiques, j'ai un document avec toutes les factures. Non, mais après, est-ce que vous connaissez vraiment l'origine? Est-ce qu'ils viennent de pillages sous-marins, de pillages de fouilles archéologiques? On l'achète sur eBay, par exemple. Eh bien voilà, tout à fait. Donc nous, on va vérifier tout ça, monsieur. Salle de vente, on l'accepte, la facture salle de vente. Pour tout ce qui est amphore, est-ce que vous avez... Où sont les justificatifs? Alors, quand j'ai acheté une amphore... Ah, mais ça, c'est un particulier qui vous a vendu ça. Ça, c'est pas recevable, monsieur. C'est pas recevable? Non. Je l'ai consigné quand même. Oui, non, mais... Il va falloir des cartons pour emballer tout ça, là. Il doit en rester 2 ou 3, apparemment, je crois. Celle-ci vaut 3 000 € les enfants. Donc, Oui, monsieur le procureur, bonjour. C'est ici, la CMI, la direction des opérations douanières. Je vous appelais, c'était pour vous signaler la mise, le placement en retenue douanière de monsieur pour détention illégale de biens culturels. Ça serait dommage. Après 8 heures de perquisition, les douaniers ont saisi 123 pièces. L'ensemble a été estimé par les archéologues à 95 000 €. Le collectionneur, dont l'interrogatoire va se poursuivre au siège des douanes, risque 3 ans de prison. Il a accepté de nous répondre. Vous pensez à une chose, dire ouf, j'ai gardé toutes les traces d'achat de mes objets. Et puis vous apercevez que c'est pas suffisant parce que certains ont été achetés à l'étranger, certains ont été achetés via des boutiques en ligne ou autres. Et finalement, ça fait pas office de preuve légale d'achat. Si les marchands et collectionneurs européens subissent des contrôles de plus en plus fréquents, ils ne représentent plus qu'une petite partie de la demande sur le marché des antiquités, très loin derrière les acheteurs chinois. Une nouvelle catégorie de collectionneurs a fait son apparition. Chaque année, en Europe, ils se bousculent dans les ventes spécialisées, prêts à débourser des fortunes pour racheter leur patrimoine national. Une frénésie qui a fait s'envoler la valeur des pièces. PS guaranteed. Okay. He's our guarantor. Okay, very good. No problem. On a assisté de façon exponentielle à des augmentations de prix qui peuvent, en 20 ans, on peut parler parfois de 1 à 500. Mais pas pour tout, hein, pour certains objets, soyons bien précis. On a des exemples d'objets qui avaient été vendus il y a par exemple, on va dire une vingtaine d'années, l'équivalent de, on va dire 15 000 €, bien que l'euro n'existait pas à cette époque-là, qui aujourd'hui pourrait se revendre à 1 million, 1 500 000 ou 2 millions d'euros. Pièce historique du patrimoine chinois. Un sceau impérial répertorié comme ayant appartenu à l'empereur Jia Qing. Ça, c'est un objet qu'il est encore possible de rapatrier en Chine. Voilà, ce sceau en jade, oui. Il a été donc pillé en 1860 lors du sac du Palais d'été. Tiens. Ça, c'est le titre du journal, parce que toute la presse chinoise en a parlé. Hein. Ah oui, c'est très important. Très important. Oui. C'est l'un des sceaux les plus importants. Oui. Donc, nous avons la possibilité peut-être, si les propriétaires acceptent, de les dédommager et de faire revenir ce sceau à Pékin. Je crois qu'on n'aura pas de mal à trouver des donateurs en Chine pour cet objet. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est comme la statue en bronze, tout le monde, il y a pas mal de gens qui voudraient... Ah ben oui, qui ont voulu la racheter, hein, oui. C'est sûr. Hein. C'est sûr. Moi, j'étais à Pékin en ce moment-là. Si Bernard Gomez est certain de trouver des donateurs pour acheter ce sceau impérial, c'est qu'en Chine, les nouveaux riches n'hésitent pas à dépenser des fortunes dans des biens à forte valeur symbolique. Parmi ces biens
figurent en très bonne place les trésors du patrimoine pillé. Des objets à la valeur économique, mais surtout idéologique. Une frénésie d'achat doublée d'une fièvre patriotique, largement encouragée par le pouvoir en place. 有很多企业家，他是非常突然的，靠一次机会就富起来了。但是这样的人往往不一定有文化，不一定有文化。这个中国有一句话叫“仓廪实而知礼仪”。喝了莱茵河的水，那么和 Pour Madame Bao, ceux qui veulent devenir cultivés doivent surtout investir dans la sauvegarde du patrimoine. Elle a même fondé une association dont l'objectif est de rapatrier par tous les moyens les joyaux historiques. Son attachement à la tradition va jusqu'au choix de sa maison, qui sert aussi d'état-major à son association. Elle est située dans un hutong, quartier historique de Pékin, adossé à la cité interdite, à 2 pas de la place Tiananmen. 这个协会起到的作用，绝非是政府级的或者是国际的一些外交机构所能起的作用，它是一个真正非常实际的、民间的，对随时发现的东西立刻进行处理的，这样非常有效的一个文化机构。 C'est chez Madame Bao que Bernard Gomez vient rassembler les fonds nécessaires pour racheter les œuvres spoliées à la Chine et vendues en Europe. 哦，你好，你好。高美斯先生，你好，你好，真的欢迎，好，好，好，好，好。哦，好有，好有，真的欢迎，好好，快请进，请进。你好，包大姐。高美斯先生是我们非常好的朋友。好，好，好，好。高美斯先生，这个我们相识已经有近10年的光景了。I am a foreigner working in China since long time. I understood when there is a question of cultural relics, there is no billion of Chinese, but only one voice. It's a national relic, it belongs to our nation. Everybody sings the same things, you know, it's very different than our countries. 那么这个联合国国教文组织这个有一个这样的一个规定啊，确实我知道，但是我觉得这些东西都不是绝对的，都不是绝对的。但是高美斯先生开创了一个先例，就是通过商量的办法，通过大家一起商量的办法，啊，通过赎买、赠送、馈赠、捐赠这样的方式。 使这个文物回归，这就非常好。因为现在呢，我们也是在组织企业家的俱乐部。En Occident aussi, le message est passé. Il faut restituer les objets pillés à la Chine, au risque sinon de devoir rendre des comptes tôt ou tard. Ancien président du syndicat national des antiquaires, le marchand d'art Christian Dédier en a personnellement fait les frais. À la fin des années 90, il a acheté une collection de plaques d'or chinoises avant d'en céder une partie à l'homme d'affaires François Pinault pour 1 million d'euros. Quelques années plus tard, les 2 hommes font donation de ces plaques au musée Guimet à Paris. Voilà. On a des morceaux comme à Guimet, les pièces comme à Guimet. Plusieurs années après la donation, les Chinois font savoir que ces plaques d'or proviennent d'un pillage. Pékin demande leur restitution. En 2007, une première plainte est déposée au parquet de Paris, plainte qui sera classée sans suite. 8 ans plus tard, Christian Dédier reçoit un appel du ministère français de la Culture. Ils ont dit, si nous avions su que les objets étaient pillés, nous n'aurions pas. Donc c'était facile. Donc en se basant sur ça, nous pouvons annuler la donation, mais il faut la signature du donateur. J'allais pas me battre contre le gouvernement et contre ceci. J'ai dit, c'est qu'une donation. Je suis OK. Christian Dédier a donc annulé sa donation au musée Guimet. Et il s'est rendu en Chine pour remettre les plaques aux autorités. L'autre généreux mécène, François Pinault, remettra les plaques en main propre à l'ambassadeur de Chine à Paris. 1 mois avant une visite officielle à Pékin du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Un modèle de diplomatie culturelle. Ils ont un certain pouvoir économique.
Donc ils peuvent mettre en jeu, et je sais que quand le Premier ministre ou le président chinois se déplace, dans les bagages, peut y avoir des réclamations ou des demandes de renvoi, et comme il y a des gros contrats, c'est vrai qu'un pays comme la France ne fait pas trop le poids contre la Chine. Peut-être qu'ils se sont dit, il valait mieux fermer les yeux sur... je ne sais pas. Mais vous savez, les lois sont faites pour donner des bases, et après, il y a des dérogations aux lois. Après, c'est un marchandage. Un marchandage qui a pris une dimension nouvelle. Le patrimoine est désormais au cœur d'une guerre entre grandes puissances. Les antiquités ont changé de statut. Loin du discours naïf qui en faisait le patrimoine commun de l'humanité, les biens culturels sont désormais pris en otage par les groupes terroristes et instrumentalisés par les États à des fins nationalistes, politiques et économiques. Il est devenu urgent d'agir. Au niveau des organisations internationales, en imposant des règles plus efficaces et reconnues par tous, pour que le patrimoine culturel reprenne sa véritable place dans nos sociétés. Mais aussi au niveau des acheteurs. À notre niveau, les antiquités ne peuvent plus être une simple valeur refuge sur le marché de l'art ou une lubie pour collectionneurs éclairés.